ce deuxième panel, je pense qu'on s'est tous reposés, on a pris un petit peu d'énergie. Il y avait beaucoup de sucreries, beaucoup de thé. Et donc, on a suffisamment d'énergie pour tenir encore 1 heure ou plus qu'1 heure. Bien, alors, nous avons ce deuxième panel, donc innovation et recherche scientifique au service d'une agriculture durable. Et il y a certaines questions qui vont être posées. La première c'est les questions de développement de méthodes, de développement de méthodologie, disons qui visent l'amélioration des sols et à travers une recherche appliquée. Le deuxième élément, c'est le renforcement de l'adaptation des cultures au changement climatique. Troisième élément, c'est la promotion de la synergie entre ce qui se passe sur le terrain et la recherche scientifique. Et le dernier élément, c'est la valorisation des innovations et de la gestion optimisée des ressources en eau. Valorisation des innovations au sens large. La valorisation des innovations, disons, touche aussi au fait qu'il devrait y avoir des acteurs qui sont porteurs, disons, qui n'ont pas créé ces innovations, mais non, c'est eux qui vont les porter pour, disons, les diffuser, et ça nécessite aussi un financement, un niveau de financement. Donc, sans trop tarder, je voudrais, disons, premièrement, donner la parole aux représentants de la direction de la recherche et de la formation, de façon à ce qu'ils nous disent un petit peu, disons, les axes autour desquels, disons, se mettent en place, d'accord, disons, quelle est la vision, disons, du ministère autour de l'appui à l'innovation et à la recherche scientifique. La parole est à vous. Merci beaucoup, Sylvain. D'abord, je tiens à remercier l'association d'avoir invité l'ADEFR, la direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche. Monsieur le directeur, notre directeur, M. Bilal Jouji, a tenu à s'excuser parce que son agenda est plein. Donc, il m'a chargé de faire un petit topo sur ce qui se passe en termes de recherche-développement au sein de notre direction, au sein de notre service. Je vais parler de 2 grands volets, donc, qui est assuré par le service recherche-développement au sein de l'ADEFR. D'abord, c'est les appels à projets. Donc, c'est un programme d'appel à projets, mécanisme compétitif, recherche, développement, vulgarisation. Donc, dans l'histoire, depuis 2006-2007, il s'appelait les PRED. Ensuite, il s'appelait les PROFERD. Maintenant, on les appelle les fameux MCRDV, mécanisme compétitif, recherche, développement, vulgarisation. Il s'agit en fait d'appels à projets destinés aux chercheurs, enseignants-chercheurs, des établissements du consortium du ministère de l'Agriculture, que ce soit l'IAF, SN2, l'ENADCNAS, l'ENFI, l'École nationale forestière d'ingénieurs de Salé, mais aussi bien sûr de l'INRA. Donc chaque année, l'ADEFR lance ces appels à projets qui sont visibles sur le site du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, du Pêche maritime, développement rural et donc www.agriculture.gov.ma, avec tous les dossiers qui doivent être téléchargés pour pouvoir candidater donc, à ce projet mécanisme, notamment les termes de référence, notamment le canevas à instruire pour s'aider, et bien sûr le proposal, un proposal ou aussi sous forme de modèle qui est téléchargeable sur le site du ministère.
Pourquoi ça? Parce que pour harmoniser les chances, parce que nos évaluateurs, parce qu'il y a un comité national de coordination du mécanisme de compétitif recherche-développement, qui est formé d'une panoplie de directions centrales bien sûr, mais aussi d'experts de l'IAV et de l'UA qui ont cette aptitude à évaluer ces projets et donc sélectionner les meilleurs projets qui peuvent être budgétisés. Donc chaque année, on budgétise entre 4, 5, voire même 6 projets, selon le budget dont dispose la DEFRA. Ce budget, il est de 2 millions de dirhams, mais attention, il y a des projets qui sont en cours d'exécution et il y a de nouveaux projets. Donc ces 2 millions de dirhams de la morasse budgétaire, ils couvrent aussi bien les projets en cours d'exécution et les nouveaux projets. Donc, première chose qu'il faut savoir sur ces projets, que l'équipe de projet doit être, comme je viens de dire, le coordonnateur doit être issu du consortium, elle doit être une équipe multi-institutionnelle, c'est-à-dire insérée ou bien intégrée au niveau de l'équipe de recherche au moins 2 établissements du consortium. Et nous, on aimerait bien et on encourage ces équipes de recherche aussi à travailler avec des universités, avec des facultés de sciences techniques. Il y a beaucoup d'universités marocaines qui travaillent sur des thématiques pertinentes d'eau, de changement climatique. Il y a le Qadiriya de Marrakech, il y a aussi Al-Graz, il y a aussi la faculté de Meknès. Pour ce qui est du montant du projet, c'est 600 000 dirhams sur 3 ans. Donc ça, je rentre maintenant dans les détails. Donc chaque année, le porteur de projet ou l'équipe de projet prend en charge un montant de 200 000 dirhams. Et pour passer d'une année à l'autre, donc l'équipe de projet nous soumet un rapport d'étape, dit rapport d'étape, qui est sélectionné toujours par ce comité, comme je viens de dire, le comité national de coordination, afin que le projet soit budgétisé pour l'année N+1, c'est ça. Donc voilà pour ce qui est budget. Actuellement, on est sur 34 projets depuis le démarrage du MCRDV en 2016. 34 projets qui sont en cours de budgétisation, dont 9 ont remis le rapport final avec des livrables qui sont visibles toujours sur le site du ministère. Les livrables sont des fiches synthétiques, c'est des articles scientifiques et je vous invite, les élèves, les étudiants, les chercheurs, donc à entrer dans le site du ministère, donc de l'agriculture, donc pour un petit peu s'enrichir ou s'enquérir de la finalité de ces projets. Donc je passe au deuxième volet, donc dont s'occupe le ministère de la DEFRA, c'est le Grand Prix Hassan II. Le Grand Prix Hassan II pour l'innovation. Cette fois-ci, il est destiné pour tout le Marocain. Il est ouvert aux professionnels, institutionnels, étudiants, lauréats, donc toutes catégories confondues, avec 3 grandes branches, 3 grandes classes. La première classe, c'est les inventions et techniques pratiques. La deuxième classe, les sciences et les technologies avancées. Et la troisième et dernière classe, les publications d'ouvrages. Chaque classe donc, est primée dans un premier prix, un deuxième et troisième prix. Le premier prix, c'est 150 000 dirhams, le deuxième 100 000 et le troisième 50 000. Ça nous fait en tout 900 000 dirhams. 3 fois 3 classes, ça fait 9 prix. Ces prix sont décernés donc, au niveau du Salon international d'agriculture de Meknès,
Elles sont décernées par Monsieur le ministre de l'Agriculture, donc au niveau des conférences scientifiques qui se déroulent en marge du Salon de l'Agriculture. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions, des recommandations, on est là pour discuter. Et merci, félicitations. Merci, Silverfer, pour avoir explicité un petit peu les deux, disons, grands mécanismes qui sont mis en place pour, disons, stimuler un petit peu et encourager la recherche scientifique dans le secteur agricole par le ministère de l'Agriculture. Je rappelle que, disons, le mécanisme compétitif qui donne, disons, accès à certains enseignants, disons, d'avoir du budget pour faire de la recherche, ben, il y a certains étudiants qui en profitent dans le cadre de leur PFE, ou des doctorants qui aussi, disons, sont impliqués, disons, dans ces mécanismes. Donc, disons, ces projets qui sont financés pour stimuler la recherche profitent aussi aux étudiants, ça d'une part. Et pour l'aspect Grand Prix Hassan II, il faut savoir, disons, qu'à l'IAV, disons, on a des enseignants qui ont par le passé, disons, participé, disons, à ce Grand Prix Hassan II à travers des publications d'ouvrages, et ils avaient été primés. Donc je ne me rappelle plus exactement de qui et de quelle position, mais il y en a eu plusieurs, je pense que dans le débat. Ça c'est uniquement pour, disons, savoir que ce sont des mécanismes qui fonctionnent, ce sont des mécanismes qui... On peut, disons, on peut les discuter un petit peu sur les montants, sur le pourquoi, sur le comment, mais ce sont des mécanismes qui ont fait leurs preuves et, disons, qui fonctionnent. Alors, je voudrais interpeller, disons maintenant, deux panélistes parmi nous, Dr Rachid Moustar et Professeur Herbouz, et je voudrais les interpeller sur le développement de méthodologies de recherche à travers l'innovation, le renforcement de l'adaptation des cultures au changement climatique, à travers des exemples, à travers des cas, et puis la promotion de la synergie entre le terrain, disons, et la recherche. Alors peut-être que le terme promotion n'est pas le bon mot, mais plutôt cette nécessité d'adéquation, disons, dans notre métier, d'accord, puisqu'on touche à l'agriculture, disons, entre le terrain et la recherche, c'est-à-dire montrer un petit peu cette synergie qui existe. Je commencerai par Dr Moustar Rachid. Merci beaucoup, professeur Hamdi. De ma part, je tiens à remercier les organisateurs et l'AMIA pour l'invitation. Sincèrement, chaque fois que nos étudiants font appel à nous, on ne peut qu'être là pour partager avec eux notre expérience qui pourrait peut-être leur donner des idées et aussi, pourquoi pas, avoir quelques visions et explorer les pistes. Parce que je pense que ce genre de débat, ce genre de réunion, ce genre de conférence est très important pour les étudiants. Parce qu'il faut partir d'un constat et qui, malheureusement, parfois nous, comme nos étudiants avons ici à l'IAV, on pensait que les anciens ont étudié tout et nous on vient, peut-être il n'y a rien, peut-être on a déjà le besoin en azote pour le céréal, c'est connu, donc les études avant ils ont fait des travaux. Ce que nous on va apporter, comme si déjà les technologies et la science agronomique qui date depuis maintenant une centaine, il a déjà fait ses preuves et on sait combien d'unités d'azote on a besoin pour ceci, pour cela. Est-ce qu'on a notre part de ce qui se fait? Quelle est notre valeur ajoutée en tant qu'étudiant? Et c'est ça la question par rapport à l'innovation. Et est-ce que les étudiants, les nouvelles générations ont encore leur place sur le marché par rapport à ces technologies et ces innovations? Alors, je dirais que, effectivement, la donne qui a un peu faussé tous les résultats qu'on a dans le passé,
c'est les changements climatiques. Ils ont fortement perturbé le système. Et même, ils ont remis en question les principes de l'intensification agricole qu'on connaissait avant. Et donc maintenant, on ne parle plus d'augmenter le rendement, mais plutôt de stabiliser les rendements. Et ça, c'est pour les cultures. Mais stabiliser les rendements, ça veut dire qu'il faut connaître à un point fin les ressources. Les ressources, là, on parle de ressources eau, et aussi la situation comme elle est. Au Maroc, on est à la 6e année de sécheresse, c'est très difficile. Et en plus, l'incertitude est tellement élevée. Personne ne peut, avec ce qu'on connaît sur l'agrométéorologie, comment prévoir le mois prochain. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup un agriculteur qui nous a dit, d'ailleurs c'est bien, pour revenir à la remarque, le terrain et la réalité, et quand on travaille sur le terrain, on doit avoir le sens de l'écoute. Il faut, je me rappelle, c'est Stito, et mon professeur ici, il me disait, Rachid, quand vous rentrez dans une entreprise, un doua, dans un fermier, ne parle pas, écoute d'abord. Donc il faut écouter pour comprendre où il y a le problème. Si vous comprenez le problème, vous avez déjà 50% de la solution. Il faut écouter pour bien dire où est-ce que vous allez apporter votre savoir. Et d'abord, les étudiants, si vous lui dites combien de doses de semis, s'il ne sait pas, il va... Mais au moins, il écoute, il utilise l'approche scientifique. L'approche scientifique basée sur l'observation et essayer de poser des questions là où il faut. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Alors, en parlant de ça, tout ce qu'on a étudié avant, on commençait à le questionner. Je parlais tout à l'heure de la dose de semis. Avant, on étudiait qu'il faut apporter deux quintaux, il faut les céréales, par exemple, ou à 180 kg. Maintenant, c'est impossible d'aller vers ces doses. Donc on doit remettre et aller vers des doses très faibles. Maintenant, on propose aux agriculteurs d'utiliser 100 kg. Si vous partez chez un agriculteur qui dit 100 kg par hectare, il va dire laissez-moi tranquille, vous êtes en train de perdre mon temps. Ils ne vont même pas accepter de réduire les doses de semis. Donc c'est à montrer à eux, d'ailleurs c'est ça qu'on fait maintenant, l'approche scientifique qu'on fait, ce qu'on appelle des livres. On s'assoit avec les agriculteurs, on met avec eux des observatoires et on partage avec eux et regarde. Parce que l'agriculteur, il croit à ce qu'il voit. D'où l'intérêt à ce que l'ingénieur agronome de demain, il doit travailler sur présenter des évidences scientifiques, essayer, maintenant vous avez le chat GPT, le DeepSeek, utiliser ces outils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut les contextualiser. Il faut les contextualiser pour le contexte marocain qui est marqué par une aridité et très très marquée. Deuxième chose de cette observation, explorer les innovations. Et pour ça, au Maroc, alhamdoulilah, il y a un écosystème de recherche très développé. Les anciens nous ont laissé beaucoup des innovations. Que ce soit des innovations scientifiques, soit des innovations traditionnelles et locales. Parfois, il y a des choses qui sont développées avec le local, des pratiques traditionnelles et qui marchent encore dans maintenant ce qu'on appelle l'agroécologie actuelle, mais qui est utilisée. Parfois, l'agriculteur font des pratiques qui sont agroécologiques, mais sans leur donner ce nom d'agroécologie. Et c'est là où il faut quand même explorer, utiliser et avoir un panoplie de solutions à tester. Et on a des recherches très développées, très poussées. Les fiches techniques, il faut voir les fiches techniques, il faut soyez armés avec ces fiches techniques qui ont pris des années pour être développées, que ce soit ici, que ce soit à la DEF, que ce soit à l'ANCA, que ce soit à l'INRA, que ce soit à l'IAV, l'ENA. Il faut que vous êtes à avoir l'accès à ces informations avant d'aller proposer d'autres. Aussi, comme j'ai dit, il faut prendre les concepts internationaux. Si on parle maintenant de l'agroécologie, il faut qu'on ait notre agroécologie à nous, adaptée à nos contextes à nous. Il faut que nos étudiants assimilent les formes d'agroécologie existantes.
Il y a maintenant ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui inclut le semi-direct, qui inclut l'agroforesterie. Tout ça, c'est des nouveaux axes qui ne sont pas bien développés, et c'est à vous maintenant de les explorer et allez voir. S'il vous plaît, je vous demande à ce que vous partez sur le terrain au maximum. Essayez d'absorber le maximum et questionnez, parce que vous êtes étudiant, vous avez le droit à l'erreur. Vous pouvez me poser des questions comme vous voulez, et à nous de vous répondre. Mais si vous ne posez pas les questions, personne ne pourra vous répondre. Donc c'est ça, il faut utiliser ce statut d'étudiant. Il faut poser les questions, il faut profiter, il faut maximiser le savoir. Et aussi, il faut de temps en temps poser des questions. Pourquoi 100 cadeaux de MPK? Pourquoi les chiffres que vous entendez? Il faut à chaque fois les questionner. Parce que c'est très relatif et c'est très variable d'un contexte à un autre. Maintenant, je vous donne l'exemple, avec l'OCP, on est en train d'élaborer une nouvelle carte de fertilité des sols, parce qu'on a vu que les formules d'engrais qui étaient utilisées avant ne marchaient plus maintenant. Vous savez combien de taux, ce qu'on appelle le gap des rendements? Est-ce que vous connaissez qu'au Maroc, il importe encore 50% de nos besoins de céréales? Est-ce que vous connaissez qu'on n'a pas l'autosuffisance au Maroc? On n'a pas de souveraineté alimentaire au Maroc? Donc là, c'est à vous, les étudiants, vous seriez l'élément principal, Inch'Allah, dans les prochains 10 ans, de nous aider aussi à apporter à de la souveraineté qu'on n'a pas encore. Et peut-être avec des programmes de recherche, c'est pour ça que je disais, il y a pas mal d'institutions, il faut être associé à ces institutions-là et poser les bonnes questions pour répondre à ces éléments. Si vous ne faites pas ce pas, si vous restez et vous dites on va dans le conventionnel, les approches anciennes, alors il n'y aura pas d'ajout. Donc questionnez, posez les bonnes questions, les innovations sont là, mais il faut les adapter selon le contexte. Voilà ce que je peux dire. Merci, Dr Moustaq. Dr Moustaq a insisté sur beaucoup de choses pour votre apprentissage. Il a insisté sur l'écoute. Il a insisté sur les visites de terrain. Il a insisté sur des éléments. C'est à vous de développer l'agriculture de demain. Et dans l'agriculture de demain, on peut puiser dans les savoirs locaux. D'accord? Et les savoirs locaux, on ne peut les connaître qu'à travers l'observation et l'écoute de l'agriculteur. Et je reviens à votre stage en exploitation que vous faites cette année. Vous le faites dans un milieu oasien, vous le faites dans la région de Rachidia. Et là, nous avons des savoirs locaux, d'accord, qui sont ancestraux, oui, qui sont ancestraux, et vous ne pouvez les connaître que si vous faites de l'observation. Et si vous prenez le temps, et si vous êtes intéressé dans ce que vous faites. Donc c'est fondamental cela. Merci beaucoup, Moustaq. La parole est à Rachid. C'est très dur de parler après ces Moustaq, mais bon. Donc en ce qui concerne l'adaptabilité des cultures au changement climatique, je pense qu'il y a tout ce qui est recherche sur les variétés, etc. Donc je pense qu'il faut contextualiser, comme l'a dit c'est Rachid. Donc le problème qu'on a au Maroc, c'est qu'il y a de l'innovation de la recherche pour avoir des variétés qui sont adaptées au changement climatique, mais on ne raisonne pas, comme m'a dit Hamdi, l'agriculture. Il y a plusieurs agricultures au Maroc. C'est-à-dire la notion de territoire n'est pas appliquée au Maroc. C'est-à-dire qu'on développe des choses, mais il y a des spécificités de chaque région, de chaque zone. Il faut que la recherche soit adaptée à ces zones-là, à ces territoires-là. Par exemple, la Sonacos, par exemple, fait sortir des variétés et qu'ils vendent dans les zones montagneuses comme les plaines. C'est pas la même chose. C'est pas le même climat, c'est pas le même. Donc, et par rapport pour améliorer l'adaptabilité des cultures, donc il faut aussi raisonner en termes de nouvelles ressources hydriques. C'est-à-dire, la désalination, c'est comme l'a dit tout à l'heure, c'est bien lié, c'est 50 km maximum. Mais on peut aller dans
des innovations comme la déminéralisation. Donc c'est une pratique qui est très développée au Golfe et même à Suisse-Massa, c'est-à-dire qu'on fait équiper une exploitation de stations de déminéralisation, c'est-à-dire pour atténuer le taux de salinité des eaux, mais il faut un accompagnement de ces agriculteurs par des subventions, parce que c'est des projets qui sont très, très lourds à mettre en œuvre, et aussi la réutilisation des eaux usées. Actuellement au Maroc, donc il y a des freins juridiques pour la réutilisation, mais ça commence. Donc il faut qu'on puisse, parce que la réutilisation, je pense que c'est un levier qui va permettre aux différents systèmes culturels au Maroc de faire face à ces changements climatiques. Et comme je le dis toujours, moi, c'est-à-dire dans 10 ans, si ça continue comme ça, donc là, le frein, là, c'est juridique. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans tout ce qui est réutilisation pour l'agriculture. C'est pour ça que ça ne se développe pas, mais ça commence à se développer. Mais dans 10 ans, si on continue comme ça, on va parler de réutilisation des eaux usées pour l'eau potable. Et pas pour donc, la question coût, pour la question juridique, donc on va la dépasser. Donc, et par rapport aussi à la recherche, donc, si Walid n'est pas là, donc, moi je ne sais pas comme Myriam, donc je parle, c'est mon stade, c'est-à-dire que l'enveloppe budgétaire de 2 millions de dirhams pour la recherche, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est-à-dire que les projets, c'est 4 projets par an, 5 projets, c'est-à-dire que la recherche agronomique, le développement au Maroc, il est financé par des projets européens, externes, des bailleurs de fonds. Donc c'est un appel à multiplier ce chiffre-là par 100, si on veut, voilà, sinon plus. Et l'adéquation du terrain par rapport à la recherche, c'est comme l'a dit ici Rachid Mousdar, c'est-à-dire c'est par rapport au Living Lab. Et dans le cursus de formation, donc le département de sciences humaines, donc ça fait 3 ans, 4 ans, qu'il développe ce qu'on appelle les écoles de terrain pour les étudiants, pour faire face à des problématiques dans des zones. Voilà, donc c'est vraiment très éducatif pour les étudiants. Et c'est pour ça que je dis, une école de terrain, c'est 300 000 dirhams. Donc c'est financé par des projets que les enseignants du département ont pu avoir avec d'autres départements de production animale, etc. Et je reviens aussi à l'agriculture, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est vrai, c'est l'adaptation de l'agriculture. Donc tout le monde parle. L'agroécologie, c'est pour faire face au changement climatique. Mais les agriculteurs, donc si vous sortez dans le terrain, ils pratiquent, comme il a dit, c'est mon start de l'agroécologie, c'est soit par contrainte, donc changement climatique, et surtout par contrainte de budget, c'est-à-dire des intrants. Donc il ne peut pas acheter des engrais, il ne peut pas acheter des pesticides, donc il utilise des savoir-faire ancestrales pour qu'il puisse avoir un minimum de production. Donc, mais l'agroécologie pour c'est pas la même chose. Et même au Maroc, l'agroécologie pour l'intensif, c'est-à-dire les grands agriculteurs, donc ça ne marchera pas. Donc ça parce que c'est le prix du marché qui fait la loi. Donc, les produits agroécologiques ont un coût très élevé par rapport à la culture traditionnelle. Donc derrière, il n'y a pas aussi un accompagnement pour développer cette pratique. Voilà. Merci beaucoup, professeur Halbouz, pour disons, votre intervention. Merci pour avoir relevé la question du financement de la recherche, qui est une question fondamentale. Bien sûr, le ministère fait tous ses efforts pour essayer de trouver ces fonds.
bien sûr, la recherche agricole dans l'écosystème marocain est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique. Néanmoins, les deux écoles d'agriculture plus l'école forestière font de la recherche. Et en cela, le ministère doit réfléchir, imaginer, faire une ingénierie du financement de la recherche dans ces espaces-là. D'accord ? C'est vrai, le professeur Herbouz a dit sur le plan pédagogique quel est l'impact sur les étudiants, sur les apprenants, de sortir sur le terrain et d'être confrontés, disons, à la réalité. Ceci a un coût. C'est ce coût-là avec lequel on doit réfléchir pour imaginer, d'accord, l'enseignement de demain. Et bien sûr, les étudiants en sciences humaines et en production animale sont des étudiants chanceux. Ils profitent effectivement de ce financement venu d'ailleurs pour accompagner leur apprentissage. D'accord ? Mais on ne peut pas, d'accord ? On ne devrait pas ne pas financer l'enseignement et la formation de nos jeunes dans un espace public et non pas privé. C'est très important. On peut commenter beaucoup plus. Parce que quand c'est financé, les bailleurs de fonds étrangers qui viennent faire de la recherche ici, je peux me poser la question, est-ce que c'est une recherche souveraine? La recherche au sein de l'INRA est effectivement une recherche souveraine. Mais ailleurs, on peut se poser la question, hein, c'est une question qui reste ouverte et on devrait, disons, aller nous questionner sur ces aspects-là. Dans quel cadre, je ne sais pas, ça se fait ailleurs, pas dans cette enceinte, d'accord? Mais ce sont des questions qui sont fondamentales, d'accord? Alors, oui, professeur, vous souhaitez réagir? C'est un éclaircissement pour les étudiants, c'est-à-dire qu'il n'y a que les étudiants du DSH qui font ce genre d'école de terrain. Et la première école de terrain a été financée par un projet collaboratif, mais par le département de production animale. Et donc, on aimerait bien que ça soit élargi à tous les étudiants, mais bon, je comprends. Merci d'avoir commenté, et je suis heureux que le directeur pédagogique soit avec nous aujourd'hui, parce que c'est aussi quelque chose qui le concerne. Avant d'être directeur pédagogique, il est enseignant lui aussi, et donc la question pédagogique l'interpelle, d'accord, l'interpelle. Je pense que c'est fondamental si nous voulons construire quelque chose, c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain, non, loin de là, d'accord? Mais c'est quelque chose que l'on peut mettre dans le pipe et, disons, construire plutôt. Bien, je pense que, disons, on a vu un petit peu le contexte dans lequel l'innovation peut se faire ici. J'ai connaissance, avant de compléter, j'ai connaissance de quelque chose des innovations extrêmement intéressantes qui se font dans un cadre pédagogique. Aujourd'hui, on est avec les agronomes, avec les élèves ingénieurs agronomes. Je sais que à l'internat, vous avez vos amis des IA qui font de l'innovation, ils ont des ateliers de création, d'accord? Et annuellement, ils font ces ateliers de création juste avant le salon de l'agriculture. Et puis pendant le salon de l'agriculture, dans le stand de l'IAV, ben, ils emmènent ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont innové. Je pense qu'à l'IAV, on fait beaucoup d'innovations qui méritent d'être valorisées, qui méritent d'être encore plus mis, disons, en valeur. Là, je salue les professeurs de l'IA qui sont derrière cette initiative parce qu'elle est prenante aussi. Alors, j'en viens
au financement de l'innovation et à la valorisation de l'innovation. Et en cela, je voudrais interpeller, disons, notre ami, collègue et ancien de l'IAV, pour voir un petit peu l'expérience du Crédit Agricole dans l'accompagnement, que ce soit de la recherche, ou l'accompagnement de l'innovation ou de la valorisation des fruits de l'innovation. Je sais que, disons, dans les différentes entreprises que vous financez, il y a aussi des départements recherche-développement. Et peut-être qu'à travers les crédits que vous financez aussi des volets recherche-développement au sein des entreprises. S'il vous plaît, c'est ça. Merci professeur Hamdi. Je remercie les organisateurs d'avoir permis au Crédit Agricole d'être présents avec nous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir à ma maison. Vous avez la chance d'étudier dans cet institut énorme de renommée internationale. Vous savez que les lauréats de l'Institut sont partout, au niveau que ce soit du pays ou ailleurs. Ils sont à tous les niveaux de décision, au ministère, dans les établissements, dans les instituts de recherche, d'enseignement, dans la banque, dans l'assurance, ils sont partout. Donc, bravo. Exact, le foot, partout. Nous avons aussi des collègues ailleurs, aux États-Unis, en Europe, qui ont étudié ici à l'Institut. Permettez-moi d'abord de préciser que, vu la qualité de l'organisation de cet événement, je suis très confiant dans l'avenir de notre agriculture. C'est très très bien organisé, je vous félicite. Donc, avant de parler du sujet du développement durable en général, je vous donne un petit aperçu sur le Crédit Agricole du Maroc, peut-être votre destination future. Le Crédit Agricole du Maroc, c'est la banque de financement de l'agriculture depuis sa création en 1961. Il s'est développé, il a changé au fur et à mesure en s'adaptant à l'écosystème socio-économique du pays. À chaque étape, il y a des changements au niveau de la banque pour arriver à ce qu'on est actuellement une grande banque, un grand groupe, disons un grand groupe, avec un ensemble, un total engagement de plus de 112 milliards de dirhams. Durant les 25 dernières années, le Crédit Agricole du Maroc s'est beaucoup développé, s'est beaucoup changé. Comme je vous ai dit, il est devenu un groupe qui regroupe plus de 10 filiales qui touchent à tous les métiers de la finance. Donc, nous avons la banque classique qui est le Crédit Agricole du Maroc, mais nous avons aussi Tamwil Fillah qui finance les petits agriculteurs qui n'ont pas de garantie réelle. Nous avons la fondation de microcrédit, nous avons le CAM Leasing pour le leasing, l'Arta Bank pour la banque participative, Old Agro pour la banque d'affaires, Philae Cash comme établissement de paiement, de transfert d'argent, etc. La société de bourse, la gestion d'actifs, tous les métiers de la finance. C'est très intéressant d'avoir une banque qui finance l'agriculture malgré les difficultés, malgré les risques que connaît l'agriculture. D'avoir une banque de cette taille, c'est la 4e de la place. Nous finançons au niveau de l'agriculture, bien sûr, c'est une banque qui finance aussi d'autres secteurs pour avoir un équilibre, parce que pour ne rien nous cacher, financer l'agriculture tout seul, personne ne peut le faire. D'ailleurs, nous finançons au Crédit Agricole 85% des besoins en financement de l'agriculture et presque 40 à 45% des besoins de l'agro-industrie.
Dans l'agro-industrie, on retrouve les autres banques, mais dans l'agriculture, il n'y a que le Crédit Agricole. Chez les petits, c'est 100% au niveau du Crédit Agricole. Au niveau de l'agriculture, nous accompagnons, nous finançons toute la chaîne de valeur de toutes les filières dans toutes les régions du pays. Nous sommes existants dans toutes les régions, dans le plaine, dans la montagne, dans les oasis, dans le littoral, partout. Nous finançons toutes les filières, d'ailleurs. Nous avons des conventions de financement avec les 19 interprofessions. À chaque fois qu'il y a une stratégie, on met en place des conventions précises, adaptées. Dans ce sens, le Crédit Agricole du Maroc est considéré comme le bras financier de l'État dans la stratégie de développement agricole. À chaque fois qu'il y a une nouvelle stratégie, le Crédit Agricole met en place ses moyens, ses produits, ses projets pour accompagner la stratégie de l'État. Le plan Maroc Vert, nous l'avons accompagné avec plus de 70 milliards de dirhams entre 2018 et 2030. Et actuellement, ça a touché plus de 800 000 agriculteurs. Actuellement, nous accompagnons également la nouvelle stratégie Génération Green avec des produits adaptés aux axes de la stratégie. Donc, on passe en revue la stratégie avec ses détails et on met en place des réponses, des projets, des produits qui sont adaptés. Dans la phase du plan Maroc Vert, nous avons développé plus de 150 produits destinés aux filières agricoles. Depuis l'importation, la commercialisation, la fourniture d'intrants, jusqu'à la commercialisation, l'exportation, etc. En passant bien sûr par tous les besoins de la culture, de la plantation. Nous sommes le bras financier de l'État aussi dans la distribution des subventions de l'État. Nous sommes exclusivement choisis pour distribuer l'aide de l'État dans le cadre du Fonds de développement agricole. Concernant le sujet de la conférence, le sujet d'actualité, l'eau, le sol, si on y ajoute sur le contrôle de ces moustaq, si on ajoute la génétique, c'est les trois piliers de la production. L'eau, le sol et la génétique, c'est primordial, c'est nécessaire pour une bonne production. Au niveau du Crédit Agricole, nous suivons aussi ce qui se passe dans ce volet-là. Et on peut dire que nous sommes proactifs, nous sommes précurseurs. Déjà en 2000, nous avions créé un produit répondant aux difficultés de la rareté de l'eau, en créant le produit SAC. Le produit SAC, c'est un produit phare de la banque et il est toujours très bien utilisé. C'est en 2000, on a créé ce produit. Il était innovant en couplant la subvention de l'État pour l'irrigation avec le financement. C'était quelque chose de nouveau et c'était dans le sens d'encourager l'économie d'eau par l'installation du goutte à goutte. Ça, c'est en 2000. Ce produit était destiné aux clients agriculteurs, aux prospects qui veulent soit changer l'irrigation traditionnelle du gravitaire en goutte à goutte, soit installer un nouveau système de goutte à goutte dans leur parcelle. Il y a une quinzaine d'années, nous avons créé la fondation du Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable. C'est une fondation financée par la banque et par des partenariats étrangers. Il travaille sur tout ce qui peut être bénéfique pour le développement
durable de l'agriculture, sur l'économie d'eau, sur l'efficacité énergétique, sur le recyclage des déchets, sur beaucoup de sujets. Il fait des projets et les résultats du projet sont utilisés par les directions de financement pour mettre en place des produits qui dépendent à ces problématiques d'efficacité énergétique. On a mis en place un produit pour financer l'efficacité énergétique. Donc l'économie d'eau, on était toujours là. Le recyclage aussi, on a mis en place un produit qui répond aux besoins des agriculteurs. Nous avons aussi, dans ce domaine-là, le Centre d'études et de recherche du Crédit Agricole du Maroc qui travaille sur des projets, sur des sujets de développement, aussi bien de développement durable que d'autres sujets. Lui, c'est un peu plus général, mais la Fondation, il travaille sur des sujets de développement durable. Suite aux travaux de la Fondation, le Crédit Agricole du Maroc, avec l'appui ou le partenariat de l'AFD, l'Agence française de développement, nous avons créé un programme qu'on appelle le programme Stidana. C'est un programme qui est composé de quatre produits qui répondent aux problématiques, à savoir Ecotaka, économie d'énergie, Agro-Nifaya, le recyclage des déchets, Ecotaka, agro-industrie, et Biofilaha. Ce programme Estidana, c'est un programme qui est mis en place en partenariat avec l'AFD. C'est l'AFD qui a mis au niveau du Crédit Agricole une ligne de financement, en fait deux lignes, une ligne en 2020 de 50 millions d'euros et une ligne en 2024 de 70 millions d'euros qui sont destinés au financement des projets dans ce domaine de Stidama, c'est-à-dire l'agriculture biologique, l'efficacité énergétique, le recyclage des déchets, l'efficacité énergétique au niveau de l'agriculture et au niveau de l'agro-industrie. Dans chaque ligne de financement de l'AFD, nous bénéficions d'une enveloppe destinée justement à la recherche et au renforcement des capacités des agriculteurs. La première ligne de 50 millions d'euros, nous avons eu 5 millions d'euros pour financer ces projets au niveau de la Fondation et au niveau du CERCAM. Un exemple d'accompagnement des agriculteurs, c'est l'inclusion financière et formation qu'on donne aux petits agriculteurs. Nous sommes arrivés à former plus de 10 000 petits agriculteurs. Dans la deuxième ligne de 70 millions d'euros, il y avait une subvention de 10 millions d'euros qui a été destinée aussi à la Fondation du développement durable et au CERCAM pour mener ces projets de recherche. Voilà, donc nous accompagnons, nous sommes en phase avec les stratégies de l'État, avec les nouveautés, et nous essayons de répondre à chaque besoin. Et je reste à votre disposition pour si vous avez des précisions. Merci, si ça a aidé pour avoir, disons, présenter aux étudiants tout l'éventail de ce que comporte le groupe CAM. Je pense que les étudiants, dans leur esprit, le crédit agricole, c'est le financement de l'agriculture. Donc vous voyez maintenant que c'est un éventail beaucoup plus large que cela, et c'est autant pour vous, pour ceux d'entre vous, c'est autant de niches d'emplois futurs. Et c'est très important de connaître tout l'écosystème du groupe CAM. Deux éléments fondamentaux pour tout ce qui est recherche et innovation à retenir, c'est la fondation du Crédit Agricole pour le développement durable
et, disons, ce centre, disons, de recherche, le CERCAM. C'est deux éléments fondamentaux. Une question peut-être complémentaire. La fondation, vous dites, la fondation du Crédit Agricole pour le développement durable, elle fait de la recherche. Est-ce qu'elle le fait en partenariat? Est-ce qu'elle le fait à travers des chercheurs ou a-t-elle elle-même, disons, ces groupes de recherche? C'est une question avant de donner la parole à Dr Moustak. Non, la fondation, c'est 3 personnes. Donc, tous les projets qu'elle fait, elle les fait en collaboration avec l'extérieur, avec les instituts, avec les cabinets d'études, avec Très bien, donc avis aux amateurs et soumettez les protocoles de recherche. Peut-être que vous trouverez des réponses auprès de la Fondation. Je veux juste apporter un témoignage par rapport à ce que ça a été tout à l'heure. Avec la Fondation, on a soumis, dans le cadre de Istidama, le sommoir de semi-direct pour qu'il soit éligible, parce qu'on a fait preuve par la recherche que c'est un sommoir à bas énergie. Donc ils l'ont pris avec les données qu'on a sur le terrain comme innovation et ils l'ont maintenant supporté dans le prix de 10%. Alors l'État donne 50%, 10% de la fondation dans le cas de Stidama, donc l'agriculteur apporte 40%. C'est un exemple d'innovation. Parce que vous devez savoir que à chaque innovation, il y a ce qu'on appelle le readiness level, ce qu'on appelle TRL. Innovation, il passe des échelles de 1 jusqu'à 9. Il faut lire ce concept. Innovation, ça peut être une idée, ça peut être une approche, ça peut carrément être un procédé, c'est très ouvert. Ça peut même être un engrais, au lieu de le mettre dans un plat, vous le mettez avec un enrobage. Tout ça, c'est des innovations. Maintenant, pour qu'il soit mis sur le marché, il faut suivre, c'est bien documenté. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous, les étudiants, d'ailleurs, je me réjouis à répondre à Jeanne ici. Vous voyez, il y a beaucoup de filles que des garçons, c'est à l'inverse de notre époque. Mais ce que je peux vous dire, essayez de profiter de l'écosystème que vous avez, qu'on n'avait pas. Je donnerai exemple. L'INRA, par exemple, on fait beaucoup ce qu'on appelle des méga-projets. Ça a été dit tout à l'heure. L'INRA, il reçoit des fonds de l'État pour faire des recherches. Alors on travaille avec l'Institut agronomique, avec l'ENA et avec l'INFI pour développer ce qu'on appelle des projets de recherche adaptés, ce qu'on appelle des méga-projets sur 4 ans, sur les céréales, sur les oliviers, Et on peut recevoir des PFE, des étudiants qui peuvent faire leur fin d'études, et ils rentrent dans ces programmes, le financement, il est là, l'accès au laboratoire, il est là, le matériel, il est là. Donc profitez de ça, vous l'utilisez. Et il y a beaucoup de nos PFE qui ont étudié avec nous dans ces programmes-là. Et à la fin, on a un élève ingénieur qui devient un ingénieur qui répond à une question, parce que déjà le programme de recherche que nous menons entre l'INRA, l'IAV et l'INA, ça émane, c'est pas des... شي واحد ما يخدم على شي دبانه الزرقاء ولا شي حاجه تيقول هذا نو نو خص مثلا لا كيسيون كتجي مثلا عند فيليير زوليفي تيقول لك الناس بروبليم كيرينيون ولا هذا ولا بروبليم دو تاغي سيريال عندنا البروبليم ديال لاغوي ولا عندنا دونك اون اسي دو بروبوزي هادشي ديال سيمي ديريكت حتى هو عنده بوكو دو كيسيون مازال ما فاهمينهمش تريتمون دي موفيز اير سون دي كيسيون ريال اي à la fin vous êtes plugué كتجي كتدخل في السيستيم vous trouvez une innovation et après vous êtes bien prêt pour le marché. Vous dites je suis là, je travaille avec la fondation. En plus de ça, on a la chance d'avoir le CGR, l'ICARDA. Moi je relève maintenant de l'institut de CGR l'ICARDA. Ils ont choisi maintenant le Maroc comme une plateforme pour le Maroc et pour tout le Maghreb, pour toutes les zones arabes. Et là, ils offrent aussi des opportunités de recevoir des étudiants qui peuvent venir aussi rentrer dans ces programmes-là et travailler, accès au laboratoire. Je pense à des chances qu'on a maintenant pour vous, les étudiants. Il faut en profiter et utiliser. Inch'Allah, et connaîtront des apports importants
par rapport au questionnement qu'on a fait l'agriculture. Merci. Merci, si on s'attarde d'avoir apporté cette précision concernant la prime d'investissement. Justement, le programme STIDEMA, le client agriculteur bénéficie d'une prime d'investissement de 10% qui vient en plus de la subvention du Fonds de développement agricole. Donc l'agriculteur, en faisant des actions de développement durable, peut ne rien apporter comme apport personnel. On peut lui financer 100% du projet. Merci pour ces précisions. Nous arrivons au terme, disons, de ce deuxième panel et je voudrais inviter disons, la salle à intervenir et à questionner, poser des questions. Je voudrais que les étudiants posent des questions et ensuite je prendrai nos invités. Bonjour, merci à nos chers panélistes pour leur intervention. On a parlé sur pas mal de bons éléments pendant cette conférence pour une agriculture durable, l'optimisation, l'utilisation des ressources, en sol, en eau, l'agroécologie, l'amélioration génétique, le financement aussi. Mais une notion qu'on tente parfois oublier et qui est pour moi aussi importante que l'eau et le sol, c'est l'énergie. Maintenant, au Maroc, on est un pays qui n'est pas indépendant au niveau d'énergie. L'un des intrants les plus importants qui joue énormément dans la précision des prix des produits agricoles. On peut construire par exemple 100 stations de dessalement, mais le prix de l'eau de dessalement restera assez cher. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, ce sont des solutions alternatives, mais on ne peut pas toujours compter sur ces deux solutions. Et la preuve, c'est qu'il y a maintenant des agriculteurs, malgré les subventions données sur l'énergie solaire, pensent toujours au gasoil, ne veulent pas faire la transition vers l'énergie solaire, car le gasoil c'est plus garanti pour eux. Donc ma question maintenant pour M. Rofir et M. Moustak, où nous sommes aujourd'hui dans la recherche d'alternatives énergétiques. On parle souvent de l'hydrogène vert. Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est encore loin qu'on arrive à l'hydrogène vert? Est-ce que c'est de la mode dans le domaine d'énergie? On ne sait jamais. Merci pour la question. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Je me présente, Anna Ouchab Wadoud, ingénieur agroéconomiste, lauréat de la promotion 2024. Donc, un petit peu, je suis un fruit encore mature du département des SH. J'ai voulu juste dire que j'aimerais bien que ce panel aura le plus d'audience en termes d'effectifs. Car pour moi, je pense que c'est le panel le plus important de la journée. L'innovation et la recherche scientifique au service d'une agriculture durable est un très grand titre. Et quand on parle de l'agriculture durable, et moi qui ai travaillé sur la durabilité des exploitations rurales à la région d'Aïtaoua, pendant mon projet de fin d'études, on parle de la durabilité, c'est une notion qui n'est pas assez facile. Sustainability is a triple bottom line. On parle de ce qui est rentable, de ce qui est social, socio-économique et environnemental aussi. Déjà, on n'a pas beaucoup parlé du problème d'eau aujourd'hui. On a parlé plus de la dégradation du sol à travers Madame Seif Nassar, que je remercie. Et aussi, j'ai quelques petites préoccupations par rapport au titre, car aujourd'hui on a parlé de la réponse des acteurs clés pour une agriculture marocaine résiliente, les initiatives des grands acteurs. Bien entendu, nos chers invités aujourd'hui étaient de grands acteurs, mais aussi j'aimerais bien avoir un petit échantillon des agriculteurs de Hanna, de d'Aïtaoua, de tout le Maroc. Ces acteurs locaux sont aussi grands et sont aussi clés dans notre conception de notre agriculture qui sera durable.
le petit point que je voulais juste parler là-dessus, c'est on parle d'innovation, on parle de recherche, on parle de développement de la recherche et tout, mais où est l'application? On a énormément de doctorats, énormément de thèses, énormément d'articles, mais où est l'application quand on sait qu'il y a beaucoup de problèmes à travers la recherche qui sont prouvés scientifiquement? On doit essayer de répondre aux synergies dont Madame Sekmassa a parlé, sciences, politiques, pratiques. On doit passer à l'action. Et merci. Et croyez à la recherche. Merci pour votre intervention. Je pense que, disons, le panel, oui, vous l'avez dit, c'est très intéressant. La thématique, le deuxième panel, c'est intéressant. Maintenant, c'est une initiative de l'association des marocaines, des étudiants, des élèves ingénieurs en agronomie. La thématique du panel peut en soi être érigée en conférence, d'accord? Et c'est ce que vous dites, d'accord? Mais l'objectif d'aujourd'hui n'est pas cela. L'objectif d'aujourd'hui est un exercice, disons, fait par une association estudiantine, par des étudiants qui sont encore en phase d'apprentissage, d'accord? Et ce qu'ils ont réalisé est quelque chose de très très grand aujourd'hui. Il y a le professeur Sekmassa qui voudrait prendre la parole et après je prends deux autres étudiants. Professeur Hamdi, donc je prends la parole juste pour remercier la DEFR à travers M. Phil. Donc avec mon équipe de recherche, on est bénéficiaire du programme MCDD et je voudrais apporter mon témoignage qui était très positif pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est en termes de collaboration, de renforcement de liens de collaboration avec les différents partenaires. Donc il y a l'IAV, il y a l'INRA, plus précisément le Centre de recherche régional de Knétra, qui nous a donné accès à son Living Lab pour faire tout ce qui est expérimentation. Il y a l'INPT, l'interprofession, les agriculteurs, etc. Donc je pense que ce lien de collaboration, vous ne pouvez pas avoir vu de cette façon sans le mécanisme MCRDV. Et deuxièmement, tout ce qui est accès au financement, que ce soit pour l'acquisition de matériel scientifique, consommable, etc. Et troisièmement, l'encouragement de la recherche à travers la prise en charge du doctorat, à travers une bourse de doctorat. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Hildi, donc il y avait des étudiants qui ont bénéficié aussi du programme à travers leur projet de fin d'études. Donc justement, ce matin, il y avait deux soutenances. Donc, la première, c'était la soutenance qui porte sur le développement d'un prototype d'une application smartphone pour la détection de tout ce qui est carence nutritionnelle. Voilà. Et le deuxième PFE, c'était sur l'utilisation de l'imagerie multispectrale acquise par drone pour tout ce qui est diagnostic nutritionnel, bien sûr toujours à l'échelle de la même filière que l'agriculture. Donc, je remercie la DEFR et Merci pour ce témoignage et cette mise en contexte. Je pense que pour les étudiants, vous avez vu combien il y a de financement de la recherche. Et ce financement arrive vers vous à travers les enseignants qui, eux, écrivent des protocoles, des pauses, suivent. C'est pas évident pour un enseignant d'aller courir à chaque fois derrière un financement, mais quand il l'obtient, il en fait profiter des étudiants futurs lauréats. Il y a deux intervenants, c'est les deux derniers que l'on prend. Au début, vous avez parlé de l'autosuffisance du Maroc en céréales. Et ça généralement dépend de plusieurs facteurs, par exemple les précipitations, c'est-à-dire de l'eau. Alors pour ça, il faut une gestion de ces ressources en eau. Et comment on va continuer de parler de cette gestion tandis que le Maroc continue à cultiver, par exemple, des cultures ont besoin de beaucoup de quantité d'eau et à la fin, ils vont être exportés à d'autres pays. Et lorsque je dis
Exporter, c'est comme je dis, exporter mes ressources en eau indirectement, ce qu'on appelle, je pense, l'eau virtuelle. Et merci. J'aimerais donc savoir votre opinion à propos de l'impact socio-économique du bannissement de la célébration de l'Eid al-Adha, que ce soit sur le plan macroéconomique que microéconomique, et quelles seront d'ailleurs les solutions qui ont été proposées afin d'amortir le choc pour les éleveurs et les agriculteurs au Maroc. Merci. En ce qui me concerne personnellement, j'ai deux petites questions pour ce deuxième panel. Et j'ai demandé pour le premier, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Mais pour les questions, j'étais il y a 10 jours dans un événement important, Agritech Expo, ASFRO, qui est une expérience innovante d'une ferme connectée. Et la thématique était, disons, les technologies de l'utilisation efficiente de l'eau, telles que portées par la jeunesse. Parce qu'il y avait effectivement un certain nombre de jeunes, dont des lauréats de l'Institut d'ailleurs, qui ont des projets porteurs sur cette thématique de gestion efficiente de l'eau. Mais la plupart d'entre eux, lorsqu'ils ont présenté leur projet, ils se heurtent au problème de financement. C'est-à-dire, la plupart disent qu'on se heurte à un problème de financement. Il est vrai qu'il faut faire l'effort autour du financement. Mais j'ai une question à ce sujet à Sid Saïdi, représentant du Crédit Agricole, pour voir dans quelle mesure on peut assouplir les procédures d'obtention de crédit pour ces jeunes qui ont effectivement des projets innovants, des projets porteurs, parce que j'ai eu l'expérience il y a 10 jours dans cette Agri-Expo, à Safo, mais je pense un problème majeur, à mon avis, que les banques, que ce soit le Crédit Agricole ou bien même les banques conventionnelles, doivent réfléchir là-dessus pour aider nos jeunes à finaliser leur projet et aller de l'avant. Parce que je crois que c'est un point essentiel. La deuxième question que j'ai, c'est pour mon collègue Serachid Mouzattak. On prévoit, disons, pour le semi-direct, on prévoit de réaliser à l'horizon 2030 quelque chose comme 1 million d'hectares, comme prévu, c'est-à-dire programmé. Et la question que je me pose, est-ce que nous avons les ingrédients nécessaires pour réaliser cet objectif? Et si oui, lesquels? C'est-à-dire, quels sont par ordre de priorité ces ingrédients qui nous permettraient de réaliser le million d'hectares en semi-direct? Parce qu'effectivement, c'est un objectif qui est, disons, très ambitieux, mais qui en même temps va résoudre pas mal de problèmes concernant la gestion de l'eau et l'efficience d'utilisation de l'eau. Merci. Le témoignage pour le premier panel, je crois, c'est sur la sécheresse. Oui. Alors, concernant le premier panel, j'étais interpellé par ces cadres, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, concernant la sécheresse. Alors, personnellement, dans cette honorable institution, mais avec tous les établissements publics de ce pays, et même dans la région méditerranéenne et du Moyen-Orient, je me suis beaucoup investi sur cette question de sécheresse. Et d'ailleurs, l'idée, c'était sous l'impulsion de Feu Zembelfrey en 1996, qui nous a demandé à l'Institut de réunir, de faire une équipe multidisciplinaire, et ça a été fait. Toutes disciplines qui intéressent la sécheresse ont été réunies, et on a travaillé, disons, en nous inspirant des expériences internationales, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Espagne pour l'élevage, je parle plus de la sécheresse. Ces pays ils ont beaucoup investi au niveau de la recherche et développement dans ce créneau, et donc on les a fait venir en 1999 à l'occasion d'un symposium international qui était très, disons, très productif. À partir de là, on a conçu l'outil de l'Observatoire national de la sécheresse qui a été mis en place et qui a associé les établissements d'enseignement et de recherche plus les organismes de développement, qui sont les offices. Je parle de l'agriculture. Alors, à l'époque, on a proposé un modèle, d'abord, qui permet d'analyser la sécheresse, non pas en termes de gestion de crise, comme on a toujours
évidemment bien analysé dans le cas du Maroc, mais on l'a également analysé avec nos partenaires académiques et de développement à l'échelle méditerranéenne et avec la FAO à l'échelle du Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et ça a pris une dizaine d'années. Et force est de constater que, bien que dans certains pays, l'approche a été, disons, acceptée et même mise en œuvre dans la région du Moyen-Orient, dans notre pays, je me réfère à l'idée de Marianne tout à l'heure, ce matin, au début du panel, où elle a dit, et à juste titre d'ailleurs, qu'il faut l'alliance entre la politique et la science. Et je crois que c'est ça le problème que nous avons dans ce pays, c'est-à-dire les chercheurs, les anciens chercheurs, les acteurs, disons, de la société civile font beaucoup d'efforts pour résoudre les problèmes, mais je crois l'écho au niveau politique, il reste très limité. Et je crois qu'il est temps que l'on, disons, fasse, disons, des efforts pour résoudre ce problème. Et merci. Merci pour répondre aux questions. Je commencerai peut-être par Cécile. Merci pour cette question de financement des jeunes. C'est un grand débat qui revient toujours. Je peux vous assurer que nous sommes une banque publique et, comme je l'ai dit dans mon intervention, le bras financier de l'État. Et donc, à chaque fois qu'on est appelé à accompagner des programmes, on le fait. Tout d'abord, dans le cadre du programme TELACA, qui a été un programme gouvernemental, nous avons financé beaucoup de projets de jeunes dans l'agriculture. Par ailleurs, en dehors de ce programme TELACA, dans l'histoire du Crédit Agricole, nous avons financé des projets de jeunes. Et beaucoup n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas accompagnés à 100%. Je vais vous donner quelques exemples rapidement pour bien comprendre notre approche. Nous avons financé le projet des jeunes de Dakhla qui exportent la tomate cerise. C'est un projet qui a réussi. Pourquoi? Parce que les jeunes étaient encadrés par un grand exportateur de tomates cerises. Il a assuré la commercialisation de leur production. Et ils n'ont qu'à produire. Les jeunes, ils n'ont qu'à produire. C'est ce qu'ils ont fait avec un financement du Crédit Agricole. Et nous sommes remboursés, pas à 100%, mais on arrive. Nous avons financé la ferme dont vous parlez. Elle a été financée par la CAM. Nous avons financé aussi au niveau de Tzemwil Fellah, parce qu'il y a un problème aussi au niveau des jeunes, en plus d'un projet porteur et supporté par soit un grand exportateur, soit un grand agriculteur, soit un fournisseur. C'est le projet d'agrégation qui est venu dans le plan Maroc Vert, c'est un projet très très intéressant. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il faut toujours courir derrière ce projet pour qu'il aboutisse. Dans le cadre de Tzemwil Fellah, on peut financer des jeunes qui n'ont pas de garantie. Il suffit que le projet soit porteur, soit fiable, et dans le cadre de coopératives. Parce que le financement de Tzemwil Fellah est limité à 200 000 dirhams, mais il y a 5 jeunes qui se regroupent et qui créent une coopérative, c'est 1 million de dirhams. 10 jeunes, c'est 2 millions de dirhams. À chaque fois qu'on voit qu'on peut financer, on y va, sans problème. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Seif El-Sabri qui a fait un témoignage vivant, en direct, sur le mécanisme compétitif en présence de nos chers étudiants. Donc le mécanisme, en fait,
même si c'est une goutte d'eau dans un océan, il faut le dire, mais c'est une petite contribution qui permet donc de donner donc, de l'élan pour la recherche au niveau de nos institutions, au niveau du consortium. Deuxièmement, pour répondre à la question de notre collègue qui nous a soumis une question sur l'hydrogène vert, je vais tout à l'heure céder la parole à M. Moustak, Dr Rachid Moustak, qui a travaillé très longtemps sur ce sujet et qui peut vous donner les éléments de réponse nécessaires. Toutefois, il faut dire que l'État marocain a fait beaucoup d'efforts pour subventionner l'agriculture marocaine. Il ne faut pas nier ça. Depuis longtemps, le machinisme agricole, l'irrigation, goutte à goutte, les bassins de rétention. Donc, à chaque fois, l'État marocain met la main dans la poche. Dernièrement, aussi, il ne faut pas oublier qu'il a fait aussi la subvention de tout ce qui est reconversion du pompage par gasoil en solaire. Donc, elle a financé les panneaux solaires, à condition qu'elle trouve aussi les gaz butane donc, dans les fermes. Tout ça pour un petit peu freiner la surconsommation du gaz butane au sein des exploitations. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui surexploitent le gaz butane grâce au pompage d'eau. Elle consomme beaucoup de butane. Mais aussi, il ne faut pas oublier que même l'aviculture, le poulet de chair, il consomme, il surexploite le butane. Maintenant, le Maroc, il fait ses mécanismes pour soulager un petit peu cette surconsommation. Troisièmement, avant de terminer, je vous invite donc, au salon de l'agriculture de CNES. Il y a le programme scientifique qui va se dérouler à partir du 22 avril de cette année. Et la thématique essentielle, c'est l'eau, la gestion de l'eau, la résilience des cultures face au changement climatique, le dessalement. Donc, je vous invite vivement donc, à venir nombreux à ce programme scientifique qui va se dérouler sur 4 ans en marge du salon de l'agriculture de CNES. Et merci. Merci beaucoup. Moi, je vais intervenir par rapport à la question de mademoiselle sur l'eau virtuelle et pourquoi on continue à utiliser de l'eau pour des cultures d'exportation. Je pense que c'est un conseil pour les étudiants. Ne lisez pas les articles de journaux ou les débats. C'est des débats stériles. À ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques sur c'est-à-dire les cultures qui sont exportées, combien ils utilisent de l'eau, et c'est très différent. Les articles de journaux, les débats qui sont, ils prennent simplement la quantité, les besoins en eau d'un hectare de tomates par exemple, par rapport au tonnage, et voilà, on exporte. C'est faux, c'est totalement faux. Lorsqu'on aura vraiment des études qui vont permettre de dire voilà, un hectare de tomates, voilà l'eau qui va aux fruits, voilà l'eau qui s'infiltre, voilà l'eau qui permet le maintien de l'arbre, etc., l'eau de la plantation. Donc là, on peut débattre et on peut dire, et eux aussi, il faut raisonner, c'est-à-dire on exporte pour importer. Donc le Maroc, il importe combien aussi, donc on a besoin de devises. Donc, et c'est des superficies qui sont très faibles, c'est-à-dire pour l'exportation. Donc, je vous invite, lorsqu'on aura des études précises, à remettre ces questions. Pour la deuxième question par rapport à l'impact socio-économique de l'annulation de la fête de l'Aïd-el-Kbir, donc l'impact, c'est-à-dire socio-économique, on ne peut pas le chiffrer maintenant. C'est-à-dire il faut voir, l'impact ça va être dans 3 à 4 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un impact direct, je pense, pour les gens qui... Pas pour les éleveurs, c'est-à-dire celui qui est éleveur, c'est-à-dire c'est pour l'engraissement, ceux qui ont engraissé pour l'Aïd, donc il y aura un impact direct, mais l'impact économique ou socio-économique, on peut le savoir que dans 3 à 4 ans, s'il y a régénération de l'effectif du troupeau, etc.
Nous remercions les panélistes pour avoir contribué à la réussite de cette journée. Et puis je remets le micro aux organisateurs. Merci beaucoup, M. Hemdi, pour ce panel qui était vraiment très enrichissant. Et il a été une occasion pour ouvrir les yeux et les esprits en tant qu'étudiant et d'être aussi proche des intervenants et des acteurs clés, comme on a intitulé.